Chers amis, chers camarades, je salue tous les camarades qui nous ont rejoints ce dimanche pour participer à ce moment de détente, de fraternité et de discussion qu'est la fête de lutte ouvrière. De la fraternité, mais aussi de la lucidité, nous en avons besoin pour faire face à l'évolution de plus en plus dramatique de la société sous la direction de la classe capitaliste. La menace la plus immédiate, celle qui nous touche au quotidien, c'est l'explosion des prix. Chaque passage au supermarché, chaque plein à la pompe, chaque facture d'énergie reçue devient une source d'angoisse. Mois après mois, de nouvelles fractions de travailleurs sous-payés, de jeunes précaires, de chômeurs sans indemnité ou de retraités aux petites pensions sont poussés vers la pauvreté, contraints à aller s'inscrire dans une banque alimentaire. Le cri d'alarme lancé par le président des Restos du Cœur, annonçant leur quasi-faillite à cause d'un afflux de demandes et d'une augmentation de tous les coûts, vaut mieux que toutes les statistiques. L'inflation est une violence inouïe, a-t-il dit. En effet, même ici en France, des millions de femmes et d'hommes n'arrivent plus à acheter leur nourriture quotidienne. Il y a un an, les ministres et les spécialistes nous répétaient que l'inflation ne passerait pas l'année. En juin, Bruno Le Maire promettait son reflux pour l'été. Maintenant, il l'annonce pour 2024. En réalité, ils n'en savent rien, car ils n'ont aucune prise sur la hausse des prix. Certes, les ministres ou les banquiers centraux s'agitent beaucoup, tous prétendent agir pour nous protéger. Bruno Le Maire est surnommé Bruno Demande, car il ne cesse de demander, gentiment, aux capitalistes de partager un peu leur super profit. Cette agitation est un écran de fumée pour cacher son impuissance et faire oublier que sa seule ligne de conduite, c'est de sauver les profits des capitalistes. Alors que le prix du carburant dépasse les 2 € par litre, la proposition d'Elisabeth Borne d'autoriser les stations-service à vendre à perte a fait pchit. Les patrons de la grande distribution l'ont dit sèchement à Le Maire, c'est niet. Vendre à prix coûtant pour se faire de la pub, ça ils sont ok, mais vendre à perte, pas question. Alors peut-être qu'ils finiront par le faire en échange de belles compensations, mais ce qui est une leçon de chose, c'est que Borne ne veut rien imposer aux principaux responsables de la flambée des prix du carburant, à savoir les raffineurs comme Total, qui font des marges exceptionnelles. Alors, le gouvernement ne maîtrise rien et surtout pas les prix. Mais il a une ligne de conduite, ne rien imposer aux capitalistes et mettre les services de l'État au service de la grande bourgeoisie. L'inflation n'est pas une catastrophe naturelle imprévisible. Elle résulte des choix d'une petite fraction de capitalistes en position de force, ceux de l'énergie ou du transport maritime, qui ont augmenté massivement leurs prix. Si on prend le pétrolier Total, le transporteur maritime CMA-CGM ou le géant des céréales Cargill, ils profitent des pénuries créées par une guerre, par un virus ou une sécheresse pour augmenter les prix. La plupart du temps, leurs coûts de production n'ont même pas augmenté. Mais ils profitent de leur position de monopole et de leur entente entre eux. Depuis des mois, les industriels de l'agroalimentaire et de la grande distribution se renvoient la balle, en s'accusant mutuellement d'être des profiteurs. La réalité, c'est qu'ils se mettent d'accord pour monter les prix. La réalité, c'est que ce sont tous des profiteurs. L'inflation, c'est aussi la réponse de la grande bourgeoisie aux multiples incertitudes qui pèsent sur l'économie mondiale. Que ce soit à cause du coût de l'énergie, à cause des routes commerciales modifiées par la guerre en Ukraine, à cause du ralentissement en Chine, de nombreux industriels préfèrent réduire leur production tout en augmentant les prix pour accumuler le plus de profits. Au fond, l'inflation est un impôt prélevé par la grande bourgeoisie sur l'ensemble des classes populaires. C'est une forme brutale de la lutte de classe menée par le capital. Alors, si on ne veut pas être plongé dans la pauvreté, il est vital d'imposer que tous les salaires, les pensions et les allocations augmentent au fur et à mesure que les prix montent. Il est vital d'imposer que nos salaires soient indexés sur la hausse des prix. Les rivalités entre les grands groupes pour se partager les marchés ou l'accès aux matières premières ne provoquent pas seulement l'inflation et les pénuries, elles alimentent les guerres. La guerre fait partie du capitalisme. C'est par le fer et par le sang que le capitalisme s'est imposé sur toute la planète. C'est à coups de canonnières que les puissances occidentales se sont taillées des marchés en Inde ou en Chine au XIXe siècle. Quand la planète a été entièrement soumise,
la demi-douzaine de puissances impérialistes qui dominent le monde se sont fait la guerre pour la repartager. Par 2 fois, ces guerres mondiales ont fauché des dizaines de millions d'hommes, détruit des villes et des pays entiers. Depuis 1945, il n'y a pas eu un jour sans guerre. Des dizaines de millions de femmes et d'hommes sont morts dans des combats sanglants, sous les bombes ou à cause des famines engendrées par ces guerres. Mais, depuis 80 ans, ces guerres avaient lieu loin d'ici. Au Moyen-Orient ou en Afrique, les morts étaient vietnamiens, algériens, congolais, rwandais, irakiens, palestiniens. Vue depuis l'Europe, la guerre semblait une affaire de pays pauvres regardée à travers la télé. Depuis 18 mois, la guerre est sur le sol européen. Comme en 14-18, des soldats croupissent dans des tranchées. Ils subissent les tirs d'artillerie et les mines. Plus de 500 000 soldats russes et ukrainiens sont déjà tombés, morts ou blessés. Des villes et des villages ont été rayés de la carte. Cette guerre est une tragédie, un immense retour en arrière pour l'Ukraine comme pour la Russie. Mais cette guerre nous concerne directement. Par l'Ukraine interposée, elle oppose 2 armées puissantes, 2 camps rivaux, en lutte pour la domination sur l'Est de l'Europe. D'un côté, Poutine, les bureaucrates et les oligarques russes ont envahi l'Ukraine car ils refusaient de perdre leur influence dans ce pays. De l'autre côté, derrière Zelensky, il y a les États-Unis et les alliés de l'OTAN. Ceux-ci n'ont cessé, depuis la disparition de l'Union soviétique, d'avancer leurs pions autour de la Russie. Les États-Unis repoussent en permanence les lignes rouges qui se sont eux-mêmes fixées en prétendant ne pas rentrer en guerre. Ils livrent désormais des chars, des avions, des armes à sous-munitions, et avec la peau des Ukrainiens, ils prolongent la guerre pour affaiblir durablement la Russie de Poutine. La guerre en Ukraine a changé la donne dans les rapports de force entre puissances. Tous les pays occidentaux ont augmenté leur budget militaire. Plus de 100 milliards d'euros pour la France, plus de 100 milliards pour l'Allemagne. Le Japon et l'Australie se réarment sous la pression des États-Unis pour menacer la Chine. Les dirigeants des grandes puissances se préparent ouvertement à une nouvelle guerre mondiale. Avec plus de 2200 milliards d'euros, les records mondiaux de dépenses militaires ont été battus l'an dernier. Il n'y a pas d'argent pour soigner et éduquer la population, il manque des infrastructures pour avoir de l'eau potable ou de l'électricité, mais tous les pays font tourner leurs usines de munitions 24 heures sur 24. Ils recrutent pour construire plus de chars, plus d'avions de combat, plus de missiles, plus de drones tueurs. Avant même que les bombes ne tombent sur nos têtes, nous payons le prix de la guerre en versant une dîme de plus en plus exorbitante aux marchands d'armes. Alors, nous devons affirmer, pas 1 euro pour les marchands de canons. Toutes les richesses créées par les travailleurs doivent aller au service utile à la population. De l'argent pour les salaires et les retraites, pour les écoles et la santé, pas pour le militaire. Depuis 18 mois, chaque pays est sommé de choisir son camp. Selon la propagande servie matin, midi et soir, il y aurait d'un côté le camp des démocrates, les États-Unis en tête, et de l'autre un axe du mal avec la Russie, la Chine ou encore l'Iran ou la Corée du Nord. Poutine, Xi Jinping ou l'ayatollah Khamenei sont incontestablement des dictateurs brutaux, avant tout contre leur propre population. Mais cela ne fait pas des Biden ou des Macron des pacifistes, des démocrates et des représentants de nos intérêts. Depuis 1945, les États-Unis imposent leur domination par des interventions militaires, des bombardements, des coups d'État contre les régimes qui ne leur conviennent pas. Il y a tout juste 50 ans, la CIA aidait le général Pinochet à renverser au Chili le gouvernement élu de Salvador Allende. Et tout ça pour établir une dictature férocement anti-ouvrière et anticommuniste. Du Vietnam à l'Irak, en passant par l'Afghanistan, des peuples entiers ont subi dans leur chair le pacifisme des dirigeants américains. À ce jour, le seul pays qui jamais utilisé la bombe atomique contre des civils, ce n'est pas la Russie ou la Chine, ce sont les États-Unis. Alors, nous ne devons pas marcher dans cette propagande. Nous n'avons pas à choisir une grande puissance contre une autre. Le seul camp dans lequel il faut se placer, c'est celui des travailleurs de tous les pays. Celui des travailleurs que les gouvernements ne se contentent pas d'exploiter, mais qu'ils dressent et jettent contre d'autres travailleurs.
sur la planète, cette pression pour se ranger derrière tel ou tel écran exacerbe les rivalités. En Europe, la guerre en Ukraine a brutalement privé l'Allemagne du gaz russe et offert un boulevard aux livraisons de GPL américains. Les milliards de dollars versés par Joe Biden aux industriels qui installent leurs usines aux États-Unis sont autant de coups portés aux capitalistes européens. Cette guerre économique entre capitalistes américains et européens n'est pas militaire, mais elle se traduit par des milliers d'emplois supprimés, par des milliards transférés des poches de travailleurs à celles des capitalistes, par un discours protectionniste pour exiger des sacrifices au nom de la compétitivité ou de la relocalisation. En Afrique, la concurrence fait rage entre la France, les États-Unis, la Chine et d'autres pour savoir qui contrôlera le marché des télécoms, des puits de pétrole ou des mines de coltan. Au Sahel, la France-Afrique est bousculée. Des régimes dévoués aux intérêts d'Areva, Bolloré ou Total ont été renversés par des putschs. Au Niger, après le Mali ou le Burkina, les putschistes, pourtant aussi corrompus que ceux qu'ils ont renversés, ont su canaliser à leur profit la colère légitime de la population contre la France. Sous prétexte de quelques drapeaux russes agités dans les rues du Niger, Macron a voulu voir la main de Moscou. Il a fait le fier à bras en refusant de retirer son ambassadeur. Il va jusqu'à pousser les pays voisins à déclencher une guerre pour rétablir son poulain. Comme si la population nigérienne n'avait pas toutes les raisons de rejeter la présence française. Comme si la France et ses concurrents n'avaient pas taillé des frontières arbitraires, exploité les habitants, pillé sans vergogne les richesses minières tout en laissant ces pays dans le sous-développement. Alors oui, les travailleurs exploités africains ont bien raison de rejeter l'impérialisme français. Alors, tous les événements vécus ces derniers mois, les épisodes de canicule, les tempêtes extrêmes, l'explosion de colère et de violence dans certains quartiers populaires, et ces derniers jours, l'arrivée à Lampedusa de milliers de femmes et d'hommes prêts à affronter les pires tribulations pour fuir la misère ou les persécutions, montrent la faillite d'un système entièrement organisé pour assurer les profits d'une infime minorité. Ceux qui dirigent ce système ont toujours la même réponse: ajouter des murs et des barbelés, des flics et des vigiles pour protéger les riches contre les pauvres, pour parquer les pauvres dans des ghettos de misère et les cogner quand ils se rebellent, dresser les exploités les uns contre les autres, opposer ceux qui débarquent avec leurs seuls bras pour travailler à ceux qui n'arrivent plus à vivre avec des salaires insuffisants. Je tiens à l'affirmer ici, les travailleurs ne doivent pas laisser les politiciens réactionnaires exploiter le drame des migrants. Les travailleurs d'Europe doivent accueillir ces futurs travailleurs dans le camp des exploités. Leur avenir est de se joindre aux luttes que nous aurons à mener contre l'exploitation. Et... il faut bien être conscient que tant que le système reposera sur le pillage, l'accumulation et le gâchis, tant que Total, Stellantis ou CMA-CGM pourront dire « après moi le déluge », tant qu'ils resteront seuls maîtres pour décider de ce qu'ils produisent et dans quelles conditions, la violence, l'exploitation, les destructions et les guerres seront inéluctables. Dans ce système, il n'y a pas de bonne politique migratoire, il n'y a pas de bonne police républicaine, pas plus qu'il n'y a de paix possible dans le monde. Ceux qui aspirent à la paix, ceux qui sont horrifiés par la montée de la violence dans la société, ceux qui inquiètent les menaces climatiques de toutes sortes, ne trouveront aucune solution sans renverser la dictature des capitalistes sur toute la société. Et cette dictature ne tombera pas en envoyant tel ou tel politicien à l'Élysée ou à la Maison-Blanche. La dictature du capital ne tombera ni en changeant la Constitution, ni avec un référendum. Depuis longtemps, la bourgeoisie a appris à maîtriser ce qu'elle appelle la démocratie parlementaire. Les pantins qui s'agitent devant la scène changent, les scénarios de ce théâtre de Guignol se renouvellent, mais derrière, les affaires continuent. Patrick Pouyanné, le PDG de Total, a plus de pouvoir que Macron. Elon Musk l'a déclaré sur France 2. La seule différence entre le président des États-Unis et moi, c'est que je ne peux pas déclarer la guerre. Pour abattre la dictature du capital, il faudra donc mobiliser la force collective de millions de femmes et d'hommes qui font marcher tous les jours les entreprises, les transports, les hôpitaux, les supermarchés ou les écoles. Il faudra mobiliser la force des prolétaires du monde entier, reliés par 1000 liens
par les milliards de la mondialisation économique. Alors bien sûr, on le constate tous parmi nos collègues de travail, à l'usine ou au bureau, on en est loin aujourd'hui. Les travailleurs n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas conscience de représenter une force immense et d'avoir l'avenir de l'humanité entre les mains. Dans le passé, la classe des travailleurs était capable de s'organiser dans des partis de masse, de se faire craindre du patronat et même de faire des révolutions qui ont menacé l'ordre capitaliste. En Russie, en 1917, les travailleurs ont été capables d'arrêter une guerre mondiale. Si cette conscience de classe a disparu, les partis de gauche et les directions syndicales en portent la responsabilité. Depuis des lustres, ils ont remplacé les idées de la lutte de classe par des phrases creuses sur les valeurs de la République. Ils ont semé des illusions dans les institutions étatiques. Ils ont appelé les travailleurs à bien voter et à remettre leur sort entre les mains de tel ou tel politicien sous prétexte d'en éviter un pire encore. En ce début d'année encore, alors que l'immense majorité des salariés refusaient de perdre 2 ans de retraite, les dirigeants de l'intersyndicale ont calé le calendrier des luttes sur les péripéties parlementaires. Ils s'en sont remis aux députés, à une motion de censure ou au Conseil constitutionnel. Ils ont pu le faire car ils n'ont jamais été débordés par des travailleurs qui, eux, comptaient leurs forces et retenaient leurs coups. Mais tôt ou tard, l'exploitation, les humiliations, le sentiment d'avoir été trahi leur donnera la rage pour briser ces cadres. C'est quand les travailleurs refusent de continuer à subir, quand ils se mettent en lutte, qu'ils découvrent qu'au-delà de la diversité des statuts, des métiers, des secteurs d'activité, des différences de sexe ou d'origine, ils constituent une même classe sociale. Ils se découvrent alors comme une force collective au pouvoir immense. Et ils perdent leurs illusions dans tous les sauveurs suprêmes qui se présentent. C'est pour préparer ces moments décisifs que nous militons. C'est pour cela que nous devons refuser de marcher dans l'unité nationale et la défense de la patrie. Que nous devons refuser de nous ranger dans le même camp que les dirigeants impérialistes, même déguisés en démocrates. Que nous devons défendre l'idée que les exploités et leurs exploiteurs ne peuvent pas avoir les mêmes intérêts, même en temps de guerre. C'est pour cela que nous devons défendre l'idée que les travailleurs doivent renverser l'ordre social et pas seulement changer les partis ou les têtes au pouvoir. C'est cela notre raison d'être. Alors, quand la combativité remontera, il sera vital que des femmes et des hommes incarnent et défendent ce programme communiste révolutionnaire, face à tous les faux amis et les vrais ennemis des travailleurs qui se bousculent au portillon. Mais dès aujourd'hui, même à contre-courant, nous devons convaincre et engager à nos côtés tous ceux qui refusent de se soumettre et qui sont conscients que le seul avenir porteur d'espoir est celui du communisme. Alors, camarades, défendez ces idées autour de vous, menez ces discussions et en attendant, profitez des dernières heures de cette fête et de son ambiance fraternelle.